que l'hémorragie digestive, c'est une urgence thérapeutique et la première des urgences, c'est d'étudier votre patient et de voir s'il est hémodynamiquement stable ou pas. Donc et de rétablir son hémodynamique si elle est défaillante. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hémodynamique déjà? C'est s'assurer que les constantes sont bonnes, donc c'est prendre le pouls. Si le patient il est en défaillance, il va être tachycarde. Il faut prendre la tension artérielle. S'il est en défaillance, vous allez avoir une hypotension. Et également, au bout d'un moment, le rein n'est plus perfusé. Donc les patients sont en oligo-anurie, ils ne pissent plus. L'enquête étiologique repose sur l'endoscopie. D'accord, c'est par l'endoscopie digestive, donc on passe par les orifices naturels avec un endoscope, c'est une caméra, une source lumineuse, pour aller voir l'origine du saignement et potentiellement le traiter. D'accord, donc on peut, durant l'endoscopie digestive, à la fois faire un diagnostic, mais également faire un traitement. D'accord. Et il faut que vous notiez qu'il y a une grande différence entre l'hémorragie sur un terrain cirrhotique et un terrain non cirrhotique. D'accord, les hémorragies digestives sont beaucoup plus graves chez le cirrhotique. Il y a 20 à 30% de mortalité. Vous allez perdre vous allez perdre 20% de vos malades à l'admission, alors que chez un patient tout venant, le risque de mortalité est évalué entre 5 et 8%, mais qui reste quand même important. Le diagnostic étiologique est souvent difficile dans le cadre des hémorragies digestives basses. Ça, je vais vous expliquer un petit peu après. Devant une hémorragie digestive, il y a plusieurs définitions à connaître et on va les regarder les unes après les autres. Donc d'abord, l'hématémèse. Donc l'hématémèse, c'est le rejet de sang rouge par la bouche lors des efforts de vomissement. Donc il peut y avoir du sang rouge, il peut y avoir des caillots, bien sûr il peut y avoir des débris alimentaires si le patient vient de manger. Et si le saignement est plus ancien, c'est-à-dire qu'il y a eu un saignement dans l'estomac mais le patient n'a pas vomi tout de suite, vous allez avoir plutôt des traces de liquide noir, d'accord, puisque le sang aura été digéré. Mais dans tous les cas, l'hématémèse, c'est toujours un signe d'hémorragie digestive haute. D'accord ? Donc s'il y a un vomissement, forcément, vous allez trouver une cause de saignement soit dans l'œsophage, soit dans l'estomac, soit dans le duodénum, en tout cas avant l'angle de Treitz. D'accord ? Donc ça, c'est important parce que, par contre, pour les autres manifestations, c'est pas si évident que ça. Donc le méléna, notamment. Je vais pas trop vite, ça va ? Le méléna, c'est l'émission par l'anus de sang digéré, noir, poisseux, luisant, et très malodorant. Donc ils vous disent goudron, effectivement, ça ressemble un peu à ça. Et souvent, ça vient du tractus supérieur, mais pas toujours. Ça peut venir aussi du grêle ou du côlon. Donc là, les choses sont un petit peu moins claires et ça va être plus difficile de trouver l'origine du saignement. D'accord ? Et si l'hémorragie haute est très abondante, vous pouvez avoir à la fois du méléna, donc c'est le sang noir, et vous pouvez aussi avoir des rectoragies, ce sera du sang rouge. Vous pouvez avoir les deux associés. Et ça, c'est la troisième définition. Donc les rectoragies, c'est l'émission par l'anus de sang rouge non digéré. Donc souvent, c'est une origine basse, mais vous pouvez aussi avoir une origine haute. D'accord ? Et souvent, c'est avec des caillots. Donc en gros, pour l'hématémèse, vous êtes sûr que ça vient du tractus digestif supérieur. Par contre, pour le méléna ou les rectoragies, ça peut venir de partout, on va dire de la bouche à l'anus. D'accord ? Donc du coup, la démarche n'est pas du tout la même. Donc il y a d'autres définitions qui rentrent également en ligne de compte dans les hémorragies digestives. Bon, il y a l'anémie fériprive. Lorsque le patient il saigne de façon peu abondante. D'accord ? Par exemple, il a un ulcère de l'estomac, mais le saignement est un petit peu chaque jour. D'accord ? Dans ces cas-là, il n'y aura pas d'hématémèse, il n'y aura pas de rectoragie, il n'y aura pas de méléna, mais il y aura une anémie fériprive. D'accord ? Le patient, il sera, au fur et à mesure des semaines ou des mois, il va devenir anémique, et en fait, surtout par perte de fer. D'accord ? Donc l'anémie fériprive, elle est microcytaire et hypochrome. Ça vous dit quelque chose, microcytaire et hypochrome, ou c'est des mots que vous avez déjà... D'accord. Donc sur une interprétation de numération, vous avez plusieurs... vous le reverrez, mais vous avez plusieurs items.
notamment le VGM, donc savoir si c'est microcytaire ou macrocytaire, et également la contenance des globules rouges en fer. D'accord ? Donc ça, vous apprendrez dans un autre cours, mais donc c'est une anémie particulière, l'anémie ferriprive. Et quand vous dosez le fer dans le sang, il sera très bas. D'accord ? Donc c'est aussi une indication. Et puis il y a carrément des hémorragies cataclysmiques avec un choc hypovolémique. Et là, le saignement est massif et parfois, il n'a même pas eu le temps d'être extériorisé, notamment dans des fistules entre l'aorte et le duodénum. Les gens, en fait, c'est assez fulgurant. Et on peut mettre une sonde nasogastrique ou faire un toucher rectal, bien sûr, pour voir s'il y a une hémorragie que vous ne voyez pas, mais qui est déjà présente. Donc, il y a des diagnostics différentiels. C'est très important. Par exemple, pour l'hématémèse, le diagnostic différentiel, c'est l'hémoptysie. L'hémoptysie, c'est le fait de cracher du sang. Donc, on n'est pas du tout dans le même conduit. L'hémoptysie, ça va venir des bronches et de la trachée. Donc, c'est quand le patient tousse, alors que l'hématémèse, c'est quand le patient vomit. Et comme ça a l'air clair, mais je vous dis que quand on interroge les malades, c'est pas toujours aussi évident. Ils vous disent « non, j'ai craché du sang, non, j'ai vomi du sang ». En fait, des fois, ils savent même plus ce qui leur est arrivé. Donc, du coup, il faut que vous y pensiez. D'accord ? C'est pas tout à fait la même conduite à tenir. Et puis, il y a aussi les épistaxis. Les épistaxis, c'est les saignements de nez. Notamment quand c'est des saignements postérieurs et du coup le sang ne coule pas sur la narine mais coule dans l'arrière-gorge, ben, ça passe dans l'estomac et on croit que c'est une hémorragie digestive alors que c'est un problème ORL. D'accord ? Donc quand par exemple vous suspectez une hémorragie digestive haute et que vous faites l'endoscopie mais qu'il n'y a rien, il faut souvent adresser le patient à l'ORL pour que lui, il aille voir et examiner la sphère ORL avec un nasofibroscope parce que peut-être que c'est une hémoptysie des glutis. Et quelque chose qui est assez compliqué, c'est la consommation de fer. C'est-à-dire que souvent, notamment chez les personnes âgées, on leur donne du tardiféron, c'est du fer, et ça donne les selles noires. Et donc du coup, on ne sait plus si c'est un vrai méléna ou si juste la prise de tardiféron. Donc ça, c'est un peu compliqué et souvent, on a des problèmes diagnostiques. Donc, en ce qui concerne la prise en charge immédiate, vous avez un patient qui arrive aux urgences pour une hémorragie digestive. D'abord, vous allez évaluer la gravité. Donc, la gravité, on en a parlé, c'est notamment est-ce qu'il y a une instabilité hémodynamique, donc c'est constante. Il y aura des gestes systématiques. Est-ce qu'on oriente le malade en réa, est-ce qu'on oriente le malade en salle ou est-ce qu'on oriente le malade chez lui, en gros. Et il faut restaurer l'état hémodynamique. Puis, il y a une démarche étiologique, on cherche la cause et on traite la cause pour arrêter le saignement. Donc, évaluer la gravité. Donc ça, c'était notre plan. Donc, évaluer la gravité. Donc, évaluer l'abondance de l'hémorragie, c'est très difficile parce que l'interrogatoire des malades est très compliqué. Donc il y en a qui vous disent j'ai vomi un verre de sang, il y en a d'autres c'est une cuvette. Et souvent quand ils vomissent dans les toilettes, il y a déjà de l'eau dans les toilettes, donc en fait pour évaluer la quantité c'est vraiment impossible. C'est pareil pour les rectoragies. Donc finalement cette évaluation-là, elle n'est pas très utile en pratique et on ne la fait pas trop. Par contre, comme je vous le disais, les constantes, ça c'est hyper important. Donc évaluer le pouls. Est-ce que vous savez à combien on est tachycarde ? Supérieur à combien ? 90-100 quoi, hein. D'accord ? 90-100 par minute. La tension artérielle, on est en hypotension. Quand on a une tension artérielle systolique, on va dire inférieure à 90 mm de mercure. La fréquence respiratoire, hein, donc c'est important. Est-ce que le patient il a augmenté sa fréquence respiratoire ? Est-ce qu'il est polypnéique ? Donc ça, c'est généralement supérieur à 16 mouvements respiratoires par minute. Est-ce qu'on vous a appris à le faire, ça, calculer la fréquence respiratoire ? Oui. Et puis l'état de conscience. Est-ce que le patient, il commence à être dans le coma et dans ces cas-là, il faut l'intuber parce qu'il va vomir dans ses poumons et va faire la pneumopathie. Donc évaluer la conscience, c'est très important. Et les signes de choc, donc c'est la pâleur, surtout en hémorragie, les gens sont extrêmement pâles, les marbrures, la température des extrémités
Et dans ces cas-là, vous savez que c'est une urgence, il faut pas pousser votre malade en réanimation. Vraiment, c'est très important. Et puis, au niveau biologique, c'est surtout l'hémoglobine, l'hématocrite pas trop, mais l'hémoglobine, et surtout savoir s'il a des antécédents. Si vous avez une hémorragie chez un coronarien, il va faire l'infarctus du myocarde en plus de l'hémorragie et il va décéder de son infarctus plus que de son hémorragie. Donc il faut vraiment que vous évaluez le terrain et le transfusez au plus tôt. Et les sujets âgés aussi, méfiance, parce que les choses sont lentes et puis tout d'un coup, ils vous glissent sous les pattes. Donc geste systématique, restez calme. Très important parce qu'il y a souvent tout le monde s'affole, les infirmières, la famille, vous devez rester calme. Donc ça, c'est vraiment les gestes systématiques. Piquer un groupe, un résus, une hémoglobine, un TP-TCA, c'est les facteurs de coagulation. Mettre des voies veineuses pour pouvoir remplir votre malade. Donc le mieux, c'est de mettre 2 voies veineuses. Et si vous n'avez pas d'abord veineux, c'est de passer un cathé central. Et transfuser votre malade, le remplir. Donc vous mettez du sérum Phi. Si vous ne savez pas quoi faire, vous prenez une poche de sérum Phi de 500 ml et vous la mettez en débit libre. Sur 20 minutes, déjà, ça va remplir votre malade. C'est la première des mesures à faire. Lui mettre de l'oxygène, parce qu'il a moins d'hémoglobine, mais s'il a un peu d'oxygène, il oxygénera déjà mieux les globules qui lui restent. Et puis la sonde nasogastrique, ce n'est pas obligatoire. C'est s'il y a des troubles de conscience. Vous la mettez en aspiration, ça lui évitera d'inhaler son saignement. L'hospitalisation, donc en unité de soins intensifs ou en réanimation si l'hémorragie est grave. Et il faut vous appeler l'endoscopiste de garde pour l'appeler, lui dire qu'il va avoir dans les minutes ou dans les heures à venir une endoscopie pour aller voir ce qui saigne. Donc, quel examen? Le premier examen, c'est l'endoscopie digestive haute. Déjà, on va aller voir si ça saigne en haut, parce que 80% des hémorragies, ça vient du tractus digestif supérieur. Donc, par ordre, je dirais, de fréquence, on va d'abord aller en haut. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une rectosigmoïdoscopie ou une coloscopie courte. On va voir le rectum et le sigmoïde, mais ça permet déjà de voir si le saignement vient de cette zone-là. Ensuite, il y a la coloscopie. Donc là, c'est une coloscopie totale, on va voir l'ensemble du côlon. Il y a ce qu'on appelle l'entéroscopie. Donc ça, c'est un examen endoscopie très particulier parce qu'il faut un appareil plus long et il n'y a pas tous les centres qui le font. Et là, on va examiner le grêle, soit par voie haute, soit par voie basse. Il y a l'anuscopie. Bon, ça peut se faire en consultation. C'est un petit appareil juste pour visualiser au niveau de l'anus s'il y a une fissure, des hémorroïdes qui pourraient expliquer le saignement. Il y a ce qu'on appelle la vidéocapsule endoscopique. Donc ça, c'est pour examiner le grêle. C'est un peu le pendant de l'entéroscopie. Ces deux-là, ils vont en fait ensemble. Et c'est une capsule que les patients avalent, dans laquelle il y a une caméra, une source lumineuse. Et en fait, ça va enregistrer pendant 12 heures l'ensemble de l'intestin. Donc en fait, ils avalent la capsule. C'est relié à un petit boîtier qui enregistre les images en Wi-Fi. Et en fait, au bout de 12 heures, on récupère le boîtier. Le patient, lui, il éjecte la capsule, on ne la récupère pas. Et avec ces données, on va les lire. Donc, on lit en 12 heures, en accéléré, on les lit à peu près en 3 quarts d'heure. D'accord ? Et là, on peut voir d'où vient le saignement, si c'est un saignement au niveau de l'intestin grêle. Et ensuite, on peut aller en entéroscopie, là où on a vu le saignement à la capsule. Donc, tout ça, c'est des technologies assez innovantes. Donc bien sûr, il y a le scanner et surtout l'angioscanner. Donc c'est un scanner où vous mettez du produit de contraste au moment artériel pour voir s'il y a une fuite de contraste et une artère qui saigne dans le tube digestif. Il y a le transit du grêle, l'entéroscanner, l'entéro-IRM. Et puis il y a l'artériographie. Ça, c'est quand le traitement endoscopique n'a pas été efficace. Je vais vous montrer les traitements endoscopiques. On peut aller à l'artériographie et emboliser les patients. On passe par les artères et on envoie des petits, ce qu'on appelle des corps.